il y a un peu plus d'un siècle, un siècle et un an peut-être, ou un siècle et 2 ans, la dimension transfrontalière était pleine et entière, puisque Kehl était un quartier de Strasbourg, il y avait un tramway qui traversait le Rhin, et il y avait un aménagement du bord des fleuves avec des brasseries ou tout ça, où les Strasbourgeois, il ne faut jamais oublier que Strasbourg n'est pas sur le Rhin, hein. Strasbourg a été construit sur la rivière Ill, venaient s'encanailler, peut-être, en tout cas s'amuser. Et puis la Neustadt, qui est une ville superbe, avançait progressivement vers le Rhin. Voilà. Après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale, tout ça s'est complètement bloqué. Et c'est Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui a souhaité, sa maxime est toujours de dire il y en a qui veulent construire des murs, moi je construis des ponts. Donc voilà, qui a pris une initiative très forte, c'est-à-dire c'est d'amener à travers ces territoires qui étaient et qui sont encore pour une partie un no man's land, un tramway qui est construit en anticipation sur la ville qui va venir et qui relie dans un premier temps la gare de Kehl et qui est aujourd'hui déjà l'hôtel de ville de Kehl. Donc ça, c'est l'élément fondateur, on va dire. Je dis souvent qu'il n'y a pas de projet urbain sans projet politique, et le projet politique, il est là. Après, ce travail de couture se fait à différentes échelles. C'est sûr que la ville de Kehl, c'est 30 000 habitants, Strasbourg, c'est 300 000, donc il y a une différence d'échelle assez considérable, mais ça n'empêche pas déjà d'aménager les bords du Rhin de deux côtés, d'une manière qui se réponde, et ça c'est un travail que l'on mène et qu'on va continuer à mener en prenant même exemple pour l'aménagement des bords du fleuve sur ce qui a déjà été fait côté allemand. Ça c'est l'échelle de proximité. On discute de manière régulière avec les gens de la ville de Kehl, avec la mairie, et dernièrement le maire de Kehl est venu visiter notre projet, et devant l'avancement, enfin, tout ce qui a été produit en 5 ans, s'interrogeait de savoir comment on faisait côté français et pour aller aussi vite. Donc peut-être qu'un jour, pas interdit à une SPL d'aller travailler de l'autre côté de la frontière, peut-être que ça sera un sujet du prochain mandat, j'en sais rien. Et après, il y a le jeu d'autres échelles, notamment tout ce que l'on développe sur la COP, puisque la coopérative, qui est une invention allemande au départ, hein, puisqu'elle a été créée par des ouvriers au début du XXe siècle, à l'époque où Strasbourg était allemande, pour acheter local, pour se regrouper, pour acheter local, pour acheter moins cher. Et elle a loupé une marche, elle a périclité un moment, mais le projet que développe Alexandre Chemetov, je crois que vous allez l'entendre aussi, s'ancre sur l'idée qu'il y a là un patrimoine immatériel, c'est-à-dire cette idée de coopérative qui est très actuelle. Voilà. Et dans la COP, qui est quelque part notre grand équipement d'un projet qui par ailleurs est assez ordinaire, puisqu'on y fait des endroits pour vivre, il y a la volonté de rayonner au-delà du Rhin, de discuter avec des villes comme Karlsruhe, avec des villes comme Fribourg, d'y implanter un certain nombre d'activités, comme par exemple une coopérative qui regroupe l'ensemble des entreprises qui travaillent sur Strasbourg, mais aussi au-delà du Rhin, sur des questions d'économie sociale et solidaire, qui aide notamment les jeunes Alsaciens à la recherche d'emploi, à pouvoir répondre et aller travailler de l'autre côté du Rhin. Donc tout ça se passe à la COP, et petit à petit, on espère que ça va se fédérer et que ça va devenir un lieu qui rayonne à 360 degrés, donc automatiquement de l'autre côté du fleuve. Voilà en gros aujourd'hui comment on construit le projet transfrontalier. Ça se fait pas à pas. Il était bien évident qu'on n'allait pas, en 2014, quand la SPL était créée, aller commencer par aller expliquer aux Allemands comment il fallait faire de l'urbanisme chez eux, quoi. Le mieux, c'est déjà de donner l'exemple. Voilà. Il y a plusieurs choses, hein. Déjà, on habite dans des typologies d'habitat que l'on essaye d'adapter à la géographie et au grand paysage. On n'habitera pas de la même manière dans le quartier de Citadelle
qui est une presqu'île où entreront très très peu de véhicules, et là où quelque part la typologie urbaine que nous ont proposé l'agence Terre et 51 qui travaillent avec eux, c'est plutôt le concept de la cité-jardin, voilà, avec assez dense, puisqu'on est quand même dans le cœur de la ville de Strasbourg, mais avec des immeubles assez bas et des jardins qui font des jardins privés qui font l'interface avec des allées qui sont publiques mais qui sont elles aussi très plantées et qui permettent d'habiter de manière assez douce, quelques exceptions près, des éléments un peu significatifs qui ressortent, comme une tour que va faire KCAP, etc. Après, sur les bords du Rhin, on a pratiquement 500 mètres qui ne sont pas construits entre les deux villes, hein, puisqu'il y a la largeur du Rhin, il y a la largeur de l'aménagement des berges. Donc là, on peut monter dans des immeubles de grande hauteur. Alors bien entendu, on ne dépasse pas les 50 mètres parce que c'est une limite. Enfin, je ne suis pas sûr qu'en France, on ait construit beaucoup de logements, d'immeubles de logement à plus de 50 mètres dans les 30 dernières années, parce qu'on connaît les problématiques de gestion que ça pose. Mais on habite là le grand paysage de la vallée rhénane. Quand on est sur Starlet, de l'autre côté de Citadelle, au bord de l'eau, un quartier orienté plein ouest, on habite dans des immeubles en gradin et on regarde les Vosges, le petit édifice en grès rose qui est au centre de Strasbourg, et on est aussi dans une autre typologie. Bon, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est attaché à livrer des quartiers aimables dès l'arrivée des premiers habitants. Donc on a mis en place toute une stratégie qui vise en gros à réaliser les espaces publics en anticipation sur la réalisation des logements. C'est doublement compliqué, c'est compliqué financièrement, et c'est compliqué aussi de faire en sorte qu'après la réalisation des logements, les espaces publics sont dans l'état où on les avait trouvés avant le début. Mais on a mis en place un certain nombre de choses, et ça c'est important parce qu'il y a un autre quartier qui est très intéressant sur Strasbourg, qui est la ZAC Danube, que moi je trouve avec plein de qualités, mais où les espaces publics vont être faits à la fin, et c'est un des gros points faibles du projet. Aujourd'hui, il y a des gens qui y habitent, certains depuis 3 ans, et ils habitent dans un chantier permanent. Ce qui doit être des espaces plantés sont des espaces recouverts de voitures. En fait, en plus, il y a des effets d'exemples qui ne se font pas, c'est-à-dire que là où sont déjà les voitures, ça va être plus difficile de les retirer, etc., etc. On gère les mobilités, en priorité les mobilités douces. On est sur un quartier qui est extrêmement bien desservi par le tramway, sur lequel le nombre de places de parking est extrêmement limité, puisqu'on est à 0,6, 0,7 places par logement, avec des parkings qui sont pour l'essentiel des parkings en ouvrage, donc pas sous les logements, et qui foisonnent, et avec une grande place dans les quartiers d'habitation pour les vélos, et de faire en sorte que ça vienne se compléter le travail qu'il y a sur les transports en commun. On essaye de mettre en place des espaces partagés dans l'ensemble des logements. C'est pas très innovant, mais ça fait partie du cahier des charges. La ville de Strasbourg est assez en pointe sur tout ce qui est co-construction, enfin je veux dire habitat participatif. Donc on va en faire, c'est long, c'est pas si simple que ça, mais on va en faire. Et on essaye aussi d'offrir un maximum de logements un peu atypiques. On a mis en place sur la COP tout un système qui permet de faire des lofts, donc de les livrer clos couverts, fluides en attente, qui permet par le biais de SCI d'attribution, qui permet aux futurs habitants déjà d'acheter très peu cher et ensuite de concevoir leur logement comme ils l'entendent. Et voilà. Alors, on s'interroge aussi sur le quartier de Citadelle à construire un quartier entièrement en bois. Ça fait partie des études qu'on va mener et qui pourraient être mises en place sur toute la partie nord de Citadelle. J'espère que ça peut avoir déjà au-delà de l'effet vertueux. Habiter dans un bâtiment en bois, pour l'avoir vécu, c'est un confort thermique qui est très différent d'un bâtiment habitant. C'est assez contraignant de travailler de manière avec le bois, puisque ça demande de travailler avec des modules préfabriqués, tout ça,
peut-être que ça fera un petit peu moins de gesticulation architecturale et un petit peu plus de qualité d'habiter à l'intérieur des logements. Voilà. Et puis, bien entendu, alors par contre, ce qu'on n'a pas encore résolu, mais c'est comment faire pour continuer à offrir des logements plutôt grands et avec de la hauteur sous plafond. Malheureusement, aujourd'hui, la tendance c'est plutôt à la diminution de la taille des logements, peut-être, mais on va s'interroger là-dessus. Oh ben, pas mal. Il ne faut jamais oublier que il y a 5 ans, j'étais tout seul. La SPL venait d'être créée, la ZAC était créée, le dossier de réalisation pas approuvé, mais l'équipe c'était moi. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on est une vingtaine, on a 45 millions d'euros de travaux qui sont en cours et on est en train de livrer avec Alexandre Chemetov sur la COP des premiers équipements publics. On a signé, on est sur le point de signer, on a attribué près de 130 ou 140 000 m² de charges foncières et si tout va bien, et pour l'instant les voyants sont plutôt verts, on espère que la moitié de ces mètres carrés seront en chantier à la fin de l'année 2020. Voilà, donc on avance vite. Moi j'ai la conviction que c'est compliqué de faire la ville et puis il n'y a pas de vérité. Et on peut s'interroger constamment pour savoir si la manière dont on conduit un projet est la bonne. Le problème c'est que, mais moi je pense qu'il faut commencer, et c'est en réinterrogeant le projet qui se fait que l'on avance. Parce qu'autrement on peut y passer une vie professionnelle à penser à la ville parfaite qu'on ne fera jamais, mais notre métier c'est plutôt de construire le moins imparfaitement possible la ville dans laquelle nos concitoyens vont habiter.